Bon, aujourd'hui, nous allons parler des figures de style. Les figures de style, c'est une question fixe dans l'étude de texte donné au bac. On le trouve généralement comme deuxième ou bien troisième question dans la compréhension. On va comprendre ensemble qu'est-ce que ça veut dire les figures de style ou bien les procédés d'écriture. On commence par la première. Vous avez déjà une idée sur la comparaison depuis la première année ou bien la deuxième année secondaire. Bon, la comparaison, c'est quoi en fin de compte? C'est un petit rapprochement entre deux termes. Par exemple, on dit il est rusé comme un renard. Donc, on lui donne, on donne un adjectif à une personne, rusé, et on compare à quelque chose, ou bien à quelqu'un, ou bien à un animal. Et là, nous avons un animal, le renard. Il est rusé comme un renard, ça veut dire c'est quelqu'un qui sait faire et est très intelligent, quoique cette intelligence, elle est un peu maligne. On peut utiliser comme outil de comparaison comme, ou bien tel, ou bien ainsi que. Maintenant, on va parler de la métaphore. La métaphore, c'est à peu près la comparaison, mais sans trouver le mot comme, ou tel que, ou ainsi que, ou tout. Donc, c'est une comparaison sans outil de comparaison. Elle établit un rapprochement entre deux termes sans outil. Par exemple, la science est une lumière. La science est comparée à une lumière. On n'a pas dit, par exemple, la science est comme une lumière. On a dit tout simplement, la science est une lumière. On a donné une image de la science comme étant une lumière sans cet outil de comparaison. On peut trouver encore un autre exemple. Une faucille d'or illumine la nuit. Et là, pour parler un tout petit peu de la lune. Les coquelicots, une armée de soldats éclate dans le blé. Coquelicot, c'est un peu les fleurs, genre de fleurs si vous voulez. Ils sont comparés à une armée de petits soldats et qui donnent un éclat dans le blé. Le blé il est de couleur jaune et puis les coquelicots sont de couleur rouge. Voilà, les coquelicots sont comparés alors donc à une armée de petits soldats. Nous avons aussi un petit vers de poésie où il y a une métaphore. Souvent pour s'amuser, les hommes d'équipage prennent des albatros, vastes oiseaux des mers, qui suivent indolents compagnons de voyage, le navire glissant sur les gouffres amers. Baudelaire, c'est Baudelaire, les fleurs du mal. Lorsqu'on parle aussi du printemps de la vie pour dire que c'est la jeunesse, ça c'est une métaphore. L'heure du soir, c'est le soleil couchant. Je nage dans un océan de bonheur, c'est aussi une métaphore. Maintenant, on va passer à la personnification. Qu'est-ce que ça veut dire personnification? On donne des caractères d'un être humain à un animal ou bien à un objet. La personnification représente une chose, une idée sous les traits d'une personne. La rivière chante. On sait très bien, cette caractéristique se trouve chez l'être humain, chanter. La rivière chante, ça veut dire on personnifie la rivière, comme si la rivière devient un être humain ou une personne. Les fermes semblaient s'endormir sous la neige. Donc, nous avons ferme ici, et elle a aussi la caractéristique de s'endormir comme des êtres humains ou bien comme des animaux. L'habitude venait me prendre dans ses bras. Prendre dans ses bras, c'est un peu aussi
on personnifie comme quoi l'habitude, quelqu'un qui s'y plaît dans l'habitude, qui aime bien l'habitude, et comme si l'habitude, elle le prend dans ses bras et comme ça, il ne va pas chercher à faire autre chose. L'atout vient nous saluer chaque soir. Saluer, salutation, ça fait partie aussi d'une caractéristique d'un être humain. Et là, pour se moquer un tout petit peu, comme si l'atout, elle est là, elle est présente, elle ne veut pas le quitter. La nature recouvre son manteau blanc. Recouvre, ça veut dire le manteau, elle prend le manteau, elle devient, bien sûr, il y a la neige, il y a le froid. Maintenant, on va voir un tout petit peu du côté de l'hyperbole. L'hyperbole, c'est un procédé qui consiste à exagérer l'expression pour produire une forte impression. Il y a une exagération. On commence par l'exemple numéro 1. Je suis mort de fatigue. C'est-à-dire, je suis tellement fatigué que je me sens mort. Là, c'est une exagération. On n'est pas encore mort, mais il y a beaucoup de fatigue. La périphrase. La périphrase, c'est remplacer un nom par une expression où il y a une description. Lorsque vous dites la messagère du printemps, c'est qu'on parle de l'hirondelle. L'hirondelle, elle fait son apparition au printemps et comme si elle nous communique un message ou elle veut nous donner un message que le printemps, il est venu. Lorsqu'on parle aussi de Paris, au lieu de dire Paris, on dit la capitale de la France. Eh bien, on comprend spécialement que la capitale de la France ne peut être que Paris. L'auteur des Misérables est né en 1802. On connaît très bien que c'est Victor Hugo. Au lieu de dire Victor Hugo ici, on dit l'auteur des Misérables parce qu'il est connu par ce roman-là, si vous voulez, Les Misérables. On doit prier et louer le Créateur de l'univers. Au lieu de dire Dieu, ici, on dit le Créateur de l'univers. On remplace Dieu par le Créateur de l'univers. Là, on est dans la périphrase. Maintenant, on va voir l'antithèse. Qu'est-ce que ça veut dire une antithèse? L'antithèse, elle rapproche dans un énoncé deux mots qui s'opposent par le sens. Par exemple, l'exemple 1, il arrive pauvre dans la ville, il en part riche. On a ici l'adjectif pauvre et l'adjectif riche. Ce sont deux mots qui s'opposent, qui l'un est contre l'autre. C'est un homme petit par sa taille, mais grand par son courage. Ici, nous avons les adjectifs petit et grand qui s'opposent. Lui regarde en avant, je regarde en arrière. Donc l'antithèse ici, c'est avant et arrière. Toi, tu as choisi la vie, moi, la mort. Et bien, l'antithèse, c'est la vie et la mort. Le paradoxe. Le paradoxe, c'est une proposition qui va contre ce que l'on attend habituellement. Donc, ce qu'il y a de plus profond dans l'homme, c'est la peau. Tout le monde sait que la peau est ce qu'il y a de plus superficiel et non de plus profond. Donc, ici, par exemple, dans cette phrase, on nous dit ce qu'il y a de plus profond dans l'homme, les profondeurs de l'homme, c'est la peau. L'homme, on s'attend à ce qu'ils nous disent ce qui est le plus profond dans l'homme, peut-être son cœur, ses vaisseaux, ce qu'il y a de l'intérieur dans son corps. Mais là, il nous surprit en disant que c'est la peau. Et tout le monde sait que c'est la peau. Donc là, c'est un paradoxe. On s'attend à quelque chose et on voit et on trouve autre chose qui est tout à fait contradictoire, qui n'a rien à voir. Bien sûr, par le sens. Il y a un autre exemple. Quand on sait faire une chose, on la fait. Quand on ne sait pas la faire, on l'enseigne. Donc voilà le paradoxe aussi. En principe,
logiquement, dans la logique des choses, lorsqu'on sait quelque chose, on fait quelque chose, on sait, on le fait. Mais là, on s'attend à ce que lorsqu'on ne sait pas, on ne fait pas, n'est-ce pas? Mais là, on a vraiment une autre contradiction, c'est qu'on l'enseigne en plus. Non seulement on ne sait pas faire, mais on enseigne ce qu'on ne sait pas faire. Et c'est là tout le paradoxe. Un autre exemple aussi, l'histoire ne sert à rien car elle donne des exemples de tout. Comment on peut comprendre que l'histoire ne sert à rien alors qu'elle, elle donne des exemples à tout et de tout. Je ne sais rien, mais je dirai tout. Tout cela fait partie du paradoxe. On s'attend. Lorsque je dis je ne sais rien, ça veut dire je n'ai rien à dire, mais ici, il y a un tout petit peu ce qu'on appelle aussi l'attente frustrée. On s'attend à dire qu'on n'a rien à dire, mais là, on va dire tout à fait le contraire. Je ne sais rien, mais on dit tout. L'oxymore. L'oxymore, c'est une autre figure de style qui lie des deux mots de sens contradictoires dans deux mots de sens contradictoires dans le même mot encore. Riche, pauvre, illustre, inconnu, une folie raisonnable. Regardons ces propositions-là. Il est en même temps riche et pauvre. Il est en même temps très connu et inconnu. Il est à la fois fou et une folie raisonnable. Comment on peut avoir une folie raisonnable? Il est bavard, ce muet. Donc c'est une manière de provoquer, d'attirer plus l'attention pour dire, voilà, je vous provoque par deux mots contraires qui se contredisent dans un seul grand mot. La pauvre riche, regardons comment elle peut être pauvre riche, héritière et perdue après la mort de son père. Un mort vivant. On vous dit c'est un mort vivant. Voilà. Ça veut dire qu'il n'est pas en train de vivre réellement. Ça, ce qu'on appelle aussi l'oxymore. L'anaphore maintenant. L'anaphore, c'est une reprise d'un mot ou d'un groupe de mots au début des phrases successives. Rome, l'unique objet de mon ressentiment. Rome, à qui vient ton bras d'immoler mon amant. Et voilà, jamais je ne céderai, jamais je ne plierai. Pourquoi faut-il que je m'endorme? Pourquoi faut-il que la nuit me dévore? Comme vous voyez là, l'anaphore, c'est un mot qui se répète en tête de phrase. Ici, nous avons Rome et Rome. Dans le deuxième exemple, jamais et jamais. Dans le troisième exemple, pourquoi et pourquoi. La litote. La litote, c'est une expression qui consiste à dire moins pour faire entendre plus. Elle exprime le positif par le négatif. C'est le contraire de l'exagération. Par exemple, on a déjà ici une phrase « Va, je ne te hais point ». Comme on vient de remarquer, il y a une négation dans cette phrase « ne point » et le verbe « haïr » qui est un verbe qui n'est pas positif en fin de compte, qui contient un ensemble de données très négatives. Donc, moi, ne point, qui est négatif, avec verbe haïr qui est négatif, c'est comme un tout petit peu en mathématiques. Moi par moi, ça donne plus. Ça veut dire, cette phrase signifie je ne te hais point, ça veut dire je t'aime beaucoup. Ce n'est pas mal. Ce n'est pas mal aussi, il y a une double négation. La première ne est pas, et le mot mal, déjà qui est négatif, et nous avons le moi par moi qui va donner le bien, c'est bien. Ce n'est pas réjouissant, ça veut dire c'est extrêmement triste.
Tu n'as pas été malchanceux à ce jeu-là, ça veut dire que tu as été très chanceux dans ce jeu-là. Ça, c'est ce qu'on appelle la litote. Pour le moment, on va voir l'euphémisme. L'euphémisme, c'est un adoucissement d'une expression jugée trop choquante. Au lieu de dire de quelqu'un il est mort, le mot mort déjà il choque, on va dire il nous a quittés. Le quatrième âge pour dire les grands vieillards, les non-voyants pour parler des aveugles. Au lieu de dire aveugle, on va dire les non-voyants, c'est une manière d'adoucir et d'assouplir le mot. C'est ce qu'on appelle ici l'euphémisme. La répétition maintenant, elle consiste à utiliser le même mot dans la même phrase. Ce procédé acquiert une grande force expressive. Lorsque vous dites il a faim, 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 il y a une insistance sur cette faim-là. Vous voulez insister. Il faut vaincre, vous dis-je, vaincre votre peur. Voilà, c'est une répétition du mot vaincre pour obliger la personne à aller un peu plus loin. Elle avait un gros nez, un gros front, deux gros yeux. Vous voyez le mot gros qui se répète ici pour montrer que c'est une personne qui ne veut pas, qui n'est pas vraiment belle en fin de compte, qui est plutôt laide. Là, c'est la répétition. Maintenant, on va voir du côté de l'énumération. L'énumération consiste à énumérer plusieurs éléments. Énumérer, ça veut dire, dans le mot énumérer, il y a le mot numéro. Par exemple, vous prenez numéro 1, numéro 2, numéro 3, ce sont des mots qui se succèdent dans la phrase et qui ont presque le même champ sémantique. Par exemple, vous dites le tigre, le lion, la panthère et le lynx sont des carnivores. Nous avons ici une énumération qui est une énumération du groupe nominaux. Le tigre, le lion, la panthère et le lynx, ils appartiennent à une même espèce, à peu près, même espèce si vous voulez, des animaux. Ce sont des carnivores, ce ne sont pas des herbivores. Il faut s'occuper de tout, laver le linge, repasser, faire les courses, cuisiner, arranger la maison. Là aussi, bien sûr, il y a une succession de verbes, s'occuper, laver, repasser, faire, voilà. Il y a deux doubles énumérations ici. S'occuper, laver et repasser, ça fait partie des verbes. Ensuite, course, cuisiner, arranger la maison. Faire les courses, cuisiner, arranger la maison, voilà, c'est la succession de l'énumération encore. Troisième exemple, je veux un homme fort, beau, généreux, intelligent, plein d'amour. Et là, vous avez l'énumération, voilà, de ces adjectifs-là, fort, beau, généreux, intelligent et plein d'humour. Le parallélisme. On utilise une syntaxe semblable pour deux énoncés. Par exemple, il n'avait pas de frange dans l'eau de son moulin, il n'avait pas d'enfer dans le feu de sa forge. Donc le parallélisme, il n'avait pas de frange d'enfer. Deux structures qui sont parallèles pour dire voilà, qu'il n'y a pas ça et ça. Que la vie est belle, que la nature est tendre. Et là, le parallélisme, il est sous forme de phrases exclamatives. Ni pour les uns, ni pour ton frère. Ni et ni. L'allégorie. L'allégorie consiste à rendre concrète une abstraction ou une personnification. On fait donc appel au symbole. Donc, pour parler d'allégorie, on parle de symbole. Un ensemble d'indices renvoie à une idée comme la justice, le temps, la mort, etc. Lorsqu'on dit la faucheuse, entre parenthèses, qui veut dire la mort, moissonne tout le temps. Donc, on essaie de faire quoi ici? Donc,
c'est une abstraction, c'est un objet, c'est quelque chose qui est sous forme d'objet, si vous voulez. On essaie de la personnifier, comme si la mort, elle fauche, elle prend une fourche, tahsad, c'est ça, moissonne tout le temps, elle ne fait que ça. Et là, on a concrétisé cette abstraction. Le temps mange la vie. Le temps mange. C'est pas une matière, c'est pas quelque chose qui est touchable en fin de compte. Et là, on dit mange la vie, comme on vient, une abstraction qui devient, je sais pas moi, un être vivant qui mange la vie, ou bien un monstre ici. Ici, le temps est matérialisé par l'image d'un monstre, voilà, qui dévore la vie de l'homme. Les deux tribus se rencontrèrent un rameau d'olivier et une colombe à la main. Les deux tribus se rencontrèrent un rameau d'olive et une colombe à la main. Rameau d'olive et la colombe, c'est le symbole de la paix, en fin de compte. Voilà, l'allégorie de la paix. Une balance est le symbole de la justice. La gradation. La gradation, c'est en fait, on fait succéder les termes d'intensité croissante ou décroissante. Qu'est-ce que ça veut dire? Exemple, je meurs, je suis mort, je suis enterré. Donc, regardons ces verbes-là, verbe mourir, je meurs maintenant, je suis mort, c'est déjà fait, et je suis enterré, on m'a enterré. Là, il y a une gradation, comme des grades, comme si on essaie de monter des escaliers, et pour dire que la personne, ça y est, elle est déjà foutue depuis longtemps. Il mange, dévore, avale. Regardons ces verbes-là. Mange, dévore, ça veut dire avec force, et avaler, voilà, il avale tout, sans pouvoir manger. Il y a une succession, si vous voulez, de verbes, mais cette succession, elle va en montant. Manger, ensuite dévorer, c'est encore plus avec force, et avaler, là, sans manger, hop, on avale tout. Il s'en va, s'éloigne, disparaît. Là aussi, c'est une gradation. Il s'en va, on le voit encore. Il s'éloigne encore, et nous, on peut le voir un tout petit peu. Disparaît, on ne le voit plus. Et la peur s'inquiète, s'affole. Il y a un sentiment de peur qui va en intensité et il devient de plus en plus fort, puisque la fin, c'est s'affoler. Candide vit des dizaines, des centaines, des milliers de cadavres. Là aussi, nous avons une gradation. Le mot dizaine, c'est peu par rapport à centaines, et centaines, c'est peu aussi par rapport à milliers. L'antiphrase. L'antiphrase, c'est dire le contraire de ce qu'on pense. Dire de quelqu'un qui est stupide qu'il est intelligent, par exemple, alors que lui, il est stupide. Bon, maintenant, on va passer aux exercices.